13, 14 salariés un peu partout en France. Et on travaille sur l'accompagnement de l'ouverture des données et aussi sur la réutilisation des données ouvertes. J'ai aussi une autre casquette, c'est qu'à 2 jours par semaine, je suis maître de conférence associé à Sciences Po Ex depuis quelques mois, où j'enseigne sur exactement les mêmes sujets. Et j'ai aussi une action associative sur le sujet de l'open data. Je suis partie de l'association Open Knowledge France, que j'ai cofondée il y a longtemps. Et on a lancé notamment le portail madada.fr qui facilite le droit d'accès aux documents administratifs. Et Simon et moi, on est des vieux complices, je pense. Et Simon m'a pas mal aidé sur ma thèse, quand j'ai travaillé sur ma thèse sur l'ouverture des données. Et on a des échanges nourris depuis longtemps qui ne se sont pas arrêtés. Donc, je suis très heureux de cet échange avec toi, Simon. Et donc, c'est à toi de te présenter. Très bien, merci Samuel. Oui, donc Simon Chignard, moi je travaille chez Etalab, qui, comme peut-être certains vivants au fond d'une grotte ne le savent pas, est un service du Premier ministre qui s'occupe notamment de l'ouverture des données publiques. Et mon travail aujourd'hui se concentre notamment sur la question des algorithmes publics qu'on va aussi aborder avec Samuel en deuxième partie de cette masterclass. Samuel a dit qu'il était ravi qu'on fasse ça ensemble, et le fait est que moi aussi je suis ravi parce que j'ai beaucoup d'estime pour le travail de data activiste, et c'est vrai qu'on est des vieux, alors on va pas vous refaire le vieux duo, mais c'est vrai qu'on est des vieux compagnons de route, puisque je crois que la première fois qu'on s'est vu avec Samuel, c'était justement à Rennes. Moi j'habite à Rennes, il y a presque 10 ans maintenant. Peut-être même presque 10 ans. Voilà. Donc, ce qui à l'échelle de l'open data est quand même une très, 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 très vieille histoire. Voilà. Alors, ce matin, on va vous proposer quelque chose en 2 temps. D'abord, la parole sera à Samuel. Samuel, de quoi tu veux nous parler? Tu nous fais très, très, très court résumé, comme ça, nos participants s'y retrouveront sur le déroulé. Quand on nous a confié la mission de cette masterclass, on nous a donné comme objectif déjà de mettre tout le monde à niveau sur l'ouverture des données et sur l'ouverture à la transparence des algorithmes. C'est un sujet que je maîtrise beaucoup moins que l'ouverture des données et que toi, Simon, tu connais mieux que personne, je sais pas, mais que tu connais extrêmement bien. Je vais d'abord revenir sur un peu, je pense, un point qui me paraît important, c'est de faire le lien entre ouverture des données et transparence des algorithmes, et à travers une approche historique pour montrer qu'en fait, entre décisions individuelles et décisions publiques, il y a toujours eu cet impératif de transparence. La thématique après de la masterclass, c'est savoir impliquer les citoyens dans l'ouverture des données et des algorithmes. Donc, je vais amorcer un travail qu'on va avoir dans notre discussion sur quelle médiation on peut produire, puisque Numérique en commun, c'est quand même un événement sur la médiation. Donc, l'idée, c'est que je vais vous présenter un peu l'open data, où est-ce qu'on en est, et après amorcer un débat, une discussion sur quelles actions de médiation il faut conduire, et puis quelle est l'importance de la médiation dans l'ouverture des données, parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Voilà, et pour ma part, moi je compléterai le propos de Samuel. Pour vous parler un petit peu de mon intervention, sera plutôt sur de la médiation aux données à la médiation aux algorithmes, pour essayer de voir un peu ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'on peut reprendre de tout ce qu'on a déjà fait en matière de médiation aux données, pour essayer de parler de ce sujet des algorithmes. Est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires? Alors, spoiler, oui, il y a des difficultés supplémentaires. Et puis surtout, vous présenter tout un tas d'exemples. Voilà. Donc, on peut commencer. Alors, l'idée, c'est vraiment aussi qu'on essaye Alors, Samuel et moi, on est assez bavards tous les deux. Donc, n'hésitez surtout pas dans le chat à poser des questions, à nous... Voilà. Romain l'avait déjà fait, mais n'hésitez pas effectivement à réagir. Voilà. Et puis, même si chacun va prendre la parole, je suis sûr aussi qu'on aura l'occasion d'interagir avec Samuel là-dessus. C'est parti? C'est parti. Alors, juste un petit mot avant de commencer sur la forme qu'on a choisie avec Simon. On s'est dit qu'on allait se permettre comme c'est une masterclass, moi quand j'entends masterclass, je pense à genre Tarantino, Al Pacino, ou je ne sais pas quel réalisateur ou quelle réalisatrice qui vient vous présenter ces extraits de films.
Et je trouvais que venir avec un PowerPoint où on passe les slides et tout, alors qu'on passe la journée à regarder des PowerPoints où quelqu'un nous raconte une histoire sur la base de slides était un petit peu frustrant et pas forcément très agréable et pas à même d'amener le genre de discussion qu'on a envie d'avoir. Donc ça va prendre la forme d'une discussion. Donc Simon, je t'invite de nouveau à me couper à tout moment et puis je vous invite à poser des questions, même en prenant le micro, hein, n'hésitez pas. Et donc voilà, c'est aussi, on s'était dit que c'était quand même un dialogue et donc voilà, c'est la forme que je souhaite qu'on ait. Et je trouve ça particulièrement agréable de ne pas avoir de présentation. Alors, je ne sais pas si Romain, tu peux. Ouais, je vais mettre en présentateur. Je vais quand même pas avoir de présentation, mais je vais vous partager mon écran. Et je voudrais revenir sur une bizarrerie juridique que Simon m'a fait découvrir, je ne sais pas trop quand, lors de nos nombreuses et intenses discussions. Un jour, il m'a dit, alors je me mets là comme ça, un jour, il m'a dit, tu sais que tu peux consulter l'impôt sur le revenu, enfin les principaux éléments de l'impôt sur le revenu de n'importe qui. Alors, je lui dis, c'est pas très légal ton histoire, ça me paraît complètement. Enfin, je le croyais pas, quoi. Et j'ai cherché sur Google bêtement et je suis tombé sur cette page. Sur consulte déclaration d'un tiers. Alors, non, mais cependant, vous pouvez prendre connaissance de certaines informations sur d'autres contribuables de département, dans les locaux de la direction départementale des finances publiques en étant une pièce d'identité. J'avais envie de le faire et d'aller consulter l'avis d'imposition, les éléments de l'avis d'imposition de Didier Raoult, puisque je vis dans les Bouches-du-Rhône. Ça m'amusait énormément pour cette masterclass. Puis en fait, j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, vous aurez accès, si vous faites ça, vous pouvez avoir accès donc au nom et à l'adresse de la personne, au nombre de parts retenues pour le calcul du quotient familial, au revenu imposable et au montant de l'impôt sur le revenu. Ces renseignements vous sont transmis oralement et votre demande doit s'effectuer dans un cadre privé et ne peut pas avoir d'objectif commercial. Je crois voir aussi que vous êtes très limité sur l'usage que vous pouvez faire de ça. Et en gros, c'est pour vous. Alors pourquoi c'est juste cette possibilité à des éléments sur l'avis d'imposition? Alors je pense que c'est un cas intéressant. Alors vous connaissez un peu les principes essentiels du RGPD. Sinon, je ne te vois plus. Si tu peux remettre ta caméra, Alors, je l'ai juste supprimé parce que je pense que quand tu partages ton écran, la bande passante, enfin, je sais pas, moi, je t'entendais moins bien. Je sais pas si dans le chat, vous pouvez nous dire si vous l'entendiez très bien, mais voilà, c'était juste pour, voilà. Apparemment, voilà, il y en a plusieurs qui faisaient remarquer. C'est pour ça que j'ai viré ma vidéo, mais tu peux la remettre, hein, je vais pas partager mon écran. Donc, cet exemple-là, je le trouvais intéressant parce qu'effectivement, quelqu'un dit, c'est fou, ce sont quand même des données à caractère personnel. Clairement, c'est pas du tout l'esprit du RGPD, et ça paraît complètement délirant. Aussi par rapport au droit d'accès aux documents administratifs, c'est vraiment une sorte d'anomalie. Alors, j'ai posé la question sur Twitter et quelqu'un m'a dit l'origine, c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, je vais vous le citer. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la publique, de la conscience d'en suivre l'emploi et d'en être ça, pourquoi je parle de cette cas, c'est qu'on regarde à travers de l'ouverture des données, de la transparence des données, il y a toujours un récit individuel. C'est hyper essaye de couper ta vidéo. Tu peux soit couper ta caméra, soit tu peux baisser la qualité, je crois, dans les options. Et personne ne troll sur les solutions ouvertes. Hein. Bon, je vais dégrader le son en attendant de me mettre sur mon réseau de... Alors, je peux du coup, Samuel, juste le temps que peut-être je vais déflorer la suite de ton intervention là-dessus, mais c'est hyper intéressant ce cas
je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, c'est bon. C'est hyper intéressant ce cas effectivement des impôts, parce que c'est l'un des cas où on a considéré que certes, il y avait une protection de la vie privée, mais il y avait un droit, comment dire, il y avait un intérêt à en connaître qui était supérieur à cette protection de la vie privée. Et peut-être que tu vas le mentionner après, mais c'est en fait beaucoup lié à l'introduction de l'impôt universel sur le revenu. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un impôt sur le revenu, que tout le monde paye l'impôt sur le revenu, enfin tout le monde, je rappelle qu'il y a quand même la moitié des ménages français qui ne sont pas imposables, mais la contrepartie, entre guillemets, c'était de dire, il faut que je puisse aller vérifier que si tout le monde doit payer, il faut que je puisse vérifier que mon voisin aussi, lui, paye cet impôt, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était quelque chose d'assez marrant, on va dire, de voir que ça avait été conçu dès le début avec le début de l'impôt sur le revenu. Voilà. Je ne sais pas si est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien là? Et en attendant, après, je vais me mettre en 4G. Et je sais que sur Big Blue Button, ça marche bien quand je suis en 4G. Oui, okay. On t'entend très bien. Ouais. Remets ta vidéo, Samuel. On va quand même essayer. C'est quand même plus sympa de te voir à l'écran que. Ouais, c'est juste, je veux pas que ça replante. Non, mais on va tous couper nos micros, blablabla. Ok. Et puis, comme ça, on t'écoute. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que l'origine, c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et pourquoi je vous cite cet article? C'est qu'en fait, il y a toujours, quand on regarde l'évolution et comment est-ce qu'on en est arrivé à ouvrir des données, c'est qu'il y a toujours un lien entre ouverture et transparence plus largement des décisions individuelles et des décisions collectives. Cet exercice, cette capacité que vous avez à consulter l'impôt sur le revenu d'un tiers, il vient du fait que pendant la Révolution, il y avait une obsession qui était la lutte contre l'arbitraire. Et on sortait de l'ancien régime dans lequel l'arbitraire était très fort. Et donc, la plupart des dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont dans cette optique-là de lutte contre l'arbitraire. Et en fait, si on regarde donc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article qui suit, qui lui, dans le monde de l'open data en tout cas, est beaucoup plus connu, c'est l'article 15. Et l'article 15, il dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Alors, c'est à l'origine le même objectif, de lutter contre l'arbitraire, mais plus sur des décisions individuelles, mais aussi sur des décisions collectives. Et il y a un ouvrage qui a retracé l'historique de cet article-là, parce qu'il a été très débattu en 1789, lors de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Son auteur, il a un nom qu'on retient, il s'appelle Ben Kafka. Pourquoi on retient son nom? Parce que ça vous fera penser à Kafka l'auteur, mais il a écrit un bouquin qui s'appelle The Demon of Writing, le démon de l'écriture, et dans lequel il revient sur l'origine de la paperasse et de la bureaucratie et du fait qu'on produit tout le temps des documents, on doit toujours fournir des documents pour prouver quoi que ce soit. Et il nous explique que ça vient de la Révolution et ça vient, à l'époque, il y avait un nouvel ethos documentaire, il y avait vraiment une obsession de tout enregistrer, tout documenter. Ce qui fait que maintenant, on met tout en données, on a cette culture de la trace, du fait que tout doit être enregistré. Ça vient aussi de cette obsession de lutter contre l'arbitraire, c'est-à-dire que si vous avez des preuves, des documents, on pourra montrer que vous avez été traité de manière injuste. Ça vient aussi du fait qu'il y avait des débats très forts au moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour s'assurer que la souveraineté nationale est bien exécutée, on doit comprendre dans quelles conditions les représentants à qui on délègue notre pouvoir ont bien exécuté le pouvoir qui leur a été délégué. Il y avait un des auteurs, la personne qui a le plus poussé cet article 15, c'est, selon Kafka, c'est l'abbé Sieyès, qui était un des acteurs importants de la Révolution, qui avait tout un débat sur est-ce que déléguer son pouvoir, c'est perdre son pouvoir. Et pour lui, si on n'a pas de capacité à contrôler la décision et à vérifier qu'elles ont été bien appliquées et à voir comment elles ont été élaborées pour pouvoir les contester, on perd tout pouvoir. Ça a donné lieu à la création d'institutions, cet article 15, donc la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, comme les archives. Un des premiers gestes aussi de la Révolution française, ça a été la création des archives nationales, après avec en 1794 la loi Musidor II qui crée les archives nationales et crée les grands principes des archives. Après, il y a eu un autre moyen de vérifier
les décisions publiques, ça a été la Cour des comptes qui a vérifié, en accédant aux documents, va vérifier le bon usage des deniers publics et va s'assurer que tout le monde, que nos impôts sont bien utilisés. D'ailleurs, pour ceux, Samuel, juste un point là-dessus. D'ailleurs, pour ceux qui auraient eu la chance de participer au sommet de Paris sur l'open data il y a très longtemps, c'est un truc que Talab avait On a perdu Simon. Et je pense qu'il va se reconnecter. Ouais, j'ai été sorti de la conf. Je reviens. Non, je disais donc sur le sommet de Paris que Etalab avait organisé, qui se passait à la Cour des comptes justement et dans la grande salle. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est salle du Conseil ou quoi, je ne sais pas Samuel, si tu t'en souviens. Mais dans cette grande salle-là, il y a justement au mur cette déclaration de l'article 15, voilà, donc qui reste encore très présente quand les grands magistrats de la Cour rue Cambon se réunissent. Ils sont sous l'égide de cette déclaration de l'article 15. Voilà, c'était juste un petit point patrimoine administratif. On t'entend plus, Samuel. Normalement, on est coupé. C'était un geste fort aussi d'Henri Verdier d'inscrire l'open data dans une histoire républicaine et c'était une des raisons pour lesquelles cet événement s'était tenu au sein de la Cour des comptes. Alors normalement, mon réseau est libéré d'une autre visio que tient mon épouse juste à côté, donc je pense que sinon tu peux remettre ta caméra. On peut peut-être tenter le coup, ce sera quand même un peu plus agréable dans le but d'un dialogue. Alors je voulais donc revenir là-dessus parce que pendant très longtemps en fait l'accès aux documents, l'accès aux données, l'accès, appelez ça comme vous voulez, c'est fait par des institutions qui contrôlent, jouent un rôle de médiateur et souvent vont aussi exercer pour vous le contrôle de l'action publique. Donc ça, c'était, on va dire, si vous voulez, la première phase. Je pense que là-dessus, il ne faut pas oublier l'importance de ces institutions qui ont fait émerger la notion de transparence. Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Claire Birchall, je vais vous mettre son nom ici, qui est britannique, qui a fait pas mal de travaux sur ce que c'est cette nouvelle transparence par les données et le fait qu'on mystifie les données comme étant la forme ultime de révélation. L'accès aux données qui serait la meilleure forme de révélation parce qu'on a une preuve qui est vraiment ultra fiable. Et elle a montré que la notion de transparence, elle doit beaucoup au développement au 19e siècle des archives, des bibliothèques, des musées qui, dans nos villes, prennent une place hyper importante. Par exemple, les bibliothèques Carnegie, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, si vous êtes déjà allé à Chicago, par exemple, à Chicago, la bibliothèque Carnegie, elle prend une place énorme, à New York aussi. Les grandes bibliothèques, en fait, sur cette question de la transparence, si vous êtes déjà allé à Washington, peut-être, ou même à Paris, tout simplement, aux archives nationales, c'est quand même des bâtiments qui sont assez monumentaux. Les archives aux États-Unis, à Washington, c'est vraiment un bel ouvrage, et donc ça a matérialisé dans l'espace public cette idée qu'il y a une transparence, qu'on peut accéder aux documents qui sont là, qu'on peut y accéder. Mais tout ça se faisait quand même par le biais d'institutions. La deuxième phase, et vous verrez bien avec l'open data juste après, c'est le fait qu'on nous a accordé un droit d'accès, un droit de savoir. Alors ce droit de savoir, il est assez ancien, il remonte, je crois que c'est 1766 en Suède, 1958 avec le Freedom of Information Act aux États-Unis qui donnait aux citoyens américains un droit d'accès. C'est vraiment un geste très fort, c'est-à-dire que vous pouvez, aux États-Unis, le Freedom of Information Act, c'est vraiment un contre-pouvoir puissant. Il y a des FOIA de journalistes qui vont, notamment sur un site qui s'appelle Muckrock, qui est vachement bien fait. Je pourrais vous mettre le lien, mais je vais perdre trop de temps si je cherche le lien. Vous faites des gens qui font des enquêtes sur la base uniquement de documents qu'ils obtiennent via le droit d'accès. Le droit d'accès, pour le dire en quelques mots, c'est la possibilité d'écrire à n'importe quel agent public investi d'une mission de service public et de leur réclamer les documents qu'ils produisent dans le cadre de leur mission de service public. Alors, le droit américain et le droit français sont très différents. Aux États-Unis, vous pouvez avoir accès, si vous regardez sur Muckrock, justement, il y a plein de documents sur des personnes individuelles, par exemple sur
comment le FBI fichait Nina Simone, Hannah Arendt, j'ai ces personnes-là en tête, mais il y a toute une liste de demandes où on a obtenu les documents sur des personnes individuelles. En France, c'est beaucoup plus différent parce qu'en fait, la loi CADA, donc de 1978, comme la Commission d'accès aux documents administratifs, elle nous donne deux droits. Elle nous donne la CADA peut statuer quand vous voulez accéder à vos données individuelles, et elle peut accéder quand vous voulez accéder à des données ou documents qui vous concernent personnellement. Et elle va aussi statuer pour quand on vous demandez des documents administratifs qui sont produits dans le cadre d'une mission de service public. Il y a un certain nombre de secrets protégés, alors maintenant le secret des affaires, ce qui pose plein de problèmes, le secret des délibérations du gouvernement, le secret défense, le secret de la vie privée, j'en oublie le secret médical évidemment. Mais hormis ça, vous pouvez écrire sous n'importe quelle forme, et par mail ça marche très bien, à n'importe quel agent public, et il est même dans l'obligation de la transmettre à la bonne personne si vous ne l'avez pas transmis à la bonne personne. Et la définition d'un document administratif est vraiment très très large. Ça peut être un rapport, un enregistrement sonore, une base de données évidemment. Un code source. Un code source, on va en reparler je pense. Et donc, cette deuxième phase, c'est très fort parce qu'en fait, là où il y avait forcément une institution, quasiment forcément une institution qui était un intermédiaire pour que vous accédiez et que vous contrôliez la manière dont les décisions individuelles et les décisions collectives publiques ont été faites, là, vous avez un droit d'y accéder en direct. Et du coup, c'est intéressant parce que là, on a accès à la matière première de la décision publique. On a accès à la matière première aussi des décisions qui sont faites d'un point de vue individuel. Donc, si vous voulez, on a encore à cette étape-là, décision individuelle, décision publique. En même moment, on crée de la transparence. Parce qu'aussi au même moment, en 1978, il y a la loi CNIL qui, suite au scandale Safari de collecte de données sur des individus par l'État, on vous donne un droit de consultation de vos données personnelles, pas juste auprès des acteurs publics, mais auprès de n'importe quel acteur, entreprise ou association, ce que vous voulez, qui collecte des données personnelles sur vous. Alors, c'est un droit de consultation. Et la manière dont ça a évolué, et c'est là encore intéressant de voir qu'on a toujours les documents, les données individuelles, les données publiques au même moment on a des droits qui apparaissent au même moment. Ça nous amène à la troisième étape, c'est l'émergence progressive d'un droit de réutilisation. Le droit de réutilisation sur les données publiques, il a été pas mal sous l'impulsion de la Commission européenne qui voyait aux États-Unis toute l'économie qui se développait autour des données publiques, avec les données météo, le GPS, les données géologiques, enfin tout un tas de données depuis les années 70. Ça, Maurice Ronet l'a bien montré dans ses travaux. Toutes les données sont mises à disposition dans le domaine public. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de licence, vous en faites vraiment ce que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de les citer. C'est vraiment. Et en fait, il y a même eu un impératif très fort qui était de dire que c'était une doctrine importante aux États-Unis, c'est-à-dire l'État est en charge de mettre à disposition les données et ne doit pas les valoriser soi-même, et ça doit être le rôle d'acteurs tiers d'entreprise. Et le rôle de l'État, c'est juste, dans une approche très libérale d'ailleurs, c'est juste de produire et de mettre à disposition ces données à destination de tout le monde. Nous, en France, on a eu une culture un peu différente avec le Minitel, qui était quand même dans lequel les administrations étaient encouragées à créer des services télématiques, j'adore ce mot, et à dégager des revenus grâce à ces services. Ce qui a quand même poussé à déjà créer beaucoup de services et pas forcément mettre à disposition les données, mais aussi à créer des redevances, à créer de la valeur pour financer le service public. C'est pas forcément un mal en soi. Et donc ça explique parfois certaines difficultés à l'amorçage qu'on a eu. Alors maintenant ça a changé. Vas-y. Non, je te laisse finir ta phrase. Non, ça a changé. Aujourd'hui, on a eu l'annonce qu'à partir du 1er janvier, toutes les données de l'Institut géographique de l'IGN allaient être mises à disposition gratuitement, ce qui est un changement majeur parce que pendant longtemps, l'IGN était assez... en tout cas, on l'a présenté comme anti-open data. L'INSEE aussi, on l'a été présenté comme ça parce qu'il dégageait des revenus importants. Et donc, il y avait quand même une question de transition de leur modèle économique
vers l'open data qui n'était pas simple. Derrière, il y a des agents qu'il faut payer, des missions de service public à assurer. Donc, effectivement, c'est des questions qui se posaient. Et donc là, on voit qu'il y a une évolution. Et de revenir sur ce Minitel, c'est juste pour dire que c'est une... non, mais c'est intéressant, Samuel, que tu évoques le Minitel. Moi, c'est parce que ça pose la question un peu, et je trouve que j'ai d'autres exemples là-dessus, moi, que je vais juste partager là très rapidement. La question du Minitel, ça pose la question, en fait, de l'évolution des techniques et de comment ça a influé ou pas. Enfin, des moyens de alors des techniques, je sais que c'est ta spécialité, les techniques, il ne faut pas que j'emploie des mauvais termes, mais des technologies, on va dire, ou des modalités d'accès, et en quoi ça a facilité ou pas, ou en quoi ça a permis d'orienter un certain type de droit d'accès, ou comment ça l'a rendu concret et tout. Et c'était juste, et donc j'ai partagé dans le chat un petit blog post que j'avais fait pour les 40 ans de la CADA, où j'avais fait un petit travail assez marrant, j'étais retourné voir, j'avais cherché, parce que avenue de Ségur, où est Talab maintenant, il y a aussi la CADA, et en fait on a accès aux archives. Et donc, à la bibliothèque, il y a notamment les tout premiers rapports d'activité de la CADA en 79, 80, 81, 82, 83. Et donc, je suis retourné voir ces documents et il y avait un truc très, très marrant là-dedans, notamment. Je crois que c'est en 82, il y a tout un chapitre du rapport d'activité de la CADA qui est consacré à la photocopieuse. En disant, en gros, le fait que les communes commencent à se doter de photocopieuses, c'est un pas en avant énorme envers une plus grande facilité pour les citoyens de demander des documents parce qu'il n'y a plus besoin de se rendre sur place, il y a la possibilité de faire une duplication et tout. Donc tout ça pour dire, j'aime bien ton exemple du Minitel parce que je crois qu'en fait, la question de l'open data, c'est aussi la question de dire, bon, est-ce que c'est les mêmes droits mais auxquels on accède différemment ? Ou est-ce que c'est des droits un peu différents, quoi? Voilà. Et on voit bien qu'il y a une interaction entre les deux. De la même manière, tu l'as bien dit, si on développe des services Minitel, ben, il y a un financement derrière, donc il y a des redevances d'accès, donc il y a des redevances de réutilisation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je voulais juste citer cet exemple-là. Alors, pouvez-vous se donner les sigles en entier? Oui, Commission d'accès aux documents administratifs. IGN, je veux bien vous le décrire aussi, mais je pense que vous savez, c'est Institut géographique national, et d'ailleurs, je crois qu'il est même forestier. Et pas simplement. Voilà. Alors je regarde pas trop, moi, enfin je sais pas, tu verras Simon, mais je regarde pas trop le chat en même temps parce que ça fait bugger. Mais du coup, si tu peux relayer les questions du chat et inversement. Je ferai, ne t'inquiète pas. Sinon, moi, ça me perturbe et je me perds dans mon fil. Pas de problème. Alors, donc on en était, voilà. En fait, ce que tu disais sur l'évolution des techniques, c'est l'apparition d'Internet qui a fait la fin des redevances. Et j'avais lu pas mal de choses, des travaux de Maurice René, je les ai là-bas dans la bibliothèque, je ne vais pas aller les chercher si on va perdre trop de temps, des numéros des revues de la documentation française, j'ai plus le nom de cette revue, qui date de 97, dans lequel on voit tous les débats autour, c'était la réutilisation des informations du secteur public, un trésor. Et il y a aussi la revue je ne sais plus quelle autre revue qui avait fait un autre numéro comme ça. Et en fait, c'est hyper intéressant de regarder les débats à l'époque, mais en fait, c'était vraiment la question de l'open data en tant que tel. Alors, il y avait moins le côté technique sur la lisibilité des données par les machines, mais par contre, sur la fin des redevances, sur le fait que les données doivent être en ligne sur Internet et tout ça, c'était déjà… un débat qui préexistait, un des acteurs importants du droit de réutilisation. Donc, en fait, avant, vous aviez un droit d'accès. Et là, on passe à la troisième phase. Donc, je vous ai parlé des deux phases. Donc, accès aux documents individuels et publics via des institutions. Deuxième phase, accès aux documents administratifs et aux documents qui vous concernent en direct. Et la troisième phase, c'est le droit de réutilisation. Et ce droit de réutilisation, il a émergé notamment sous l'impulsion de Lionel Jospin, qui avait fait une ordonnance qui avait beaucoup joué pour pousser sur la fin des redevances. Ça pour dire que c'est des débats qui sont hyper anciens. Le terme open data, il apparaît en 2007 à travers une conférence dont on a beaucoup parlé tous les deux, Simon, qui est la conférence de Sébastopol. Je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais c'était aux États-Unis. Le but, c'est une réunion d'activistes du logiciel libre, des gens, d'entrepreneurs, des professionnels de l'innovation, qui sont réunis et qui se sont donnés comme objectif de mettre en place ces nouveaux grands principes de l'open government. Avant cette réunion, en gros, pour le dire très simplement, l'open government, c'était le droit d'accès. C'était le FOIA.
C'était un autre nom, c'était ouvert les gouvernements. Et ils ont créé l'Open Government Data, donc l'accès aux données gouvernementales, et qui est devenu en fait tout simplement Open Data. Et ils ont posé les grands principes de l'Open Data. Alors, comme je pense que c'est peut-être utile que je revienne juste sur ce que sont ces grands principes, je vais y aller très rapidement. Mais le premier principe, c'est une ouverture des données complète, le fait que toutes les données doivent être en ligne. Et les principes qui suivent, c'est lisibilité des données par les machines, licence ouverte, en gros pas de redevance. Eux, ils parlaient même de mettre tout dans le domaine public. Et aussi, pas besoin de barrière à l'entrée, quoi. Pas besoin de s'enregistrer, de créer un compte, ce qui fait que quand vous arrivez sur un portail Open Data comme DataGouv, on vous demandera pas nécessairement de vous connecter. L'idée générale, et ça j'ai mis très longtemps à le comprendre, et je pense que je ne l'avais pas compris quand j'ai fini ma thèse, c'est qu'en gros, ces principes, ils viennent dans un pays où le droit d'accès est très fort, où il fonctionne plutôt bien. Et quand vous regardez des demandes d'accès aux États-Unis, vous voyez qu'il y a un Freedom of Information Officer qui vous répond en 48 heures. En France, jamais une personne responsable de l'accès aux documents administratifs vous a répondu avec le document 48 heures. Enfin, si ça vous est arrivé, c'est que généralement le truc était déjà en ligne. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé. On a fait pas mal de demandes CADA. En France, le droit CADA, il est beaucoup moins fort, il est très contourné. Les personnes responsables de l'accès aux documents administratifs ne sont pas assez valorisées dans les administrations. Globalement, quand il faut ouvrir un document, ça doit remonter au maire, au directeur et tout ça, qui donne son accord dans un grand geste de transparence alors qu'en fait, il fait juste qu'appliquer la loi qui existe depuis 40 ans. D'ailleurs, je pense qu'on peut. C'est intéressant cette comparaison que tu fais, Samuel. Alors moi, j'ai pas plongé, mais des collègues chez Talab, notamment Perica Sucevic, l'ont fait sur les conditions et du débat parlementaire en 1978 autour de ce qui est devenu la loi qu'on appelle improprement CADA. Le code de relations entre le public et l'administration maintenant. Mais ce qui semblait ressortir, c'est que c'est pas une proposition du gouvernement en fait de l'époque de créer ce droit-là. C'est plutôt une disposition qui a été avancée par les parlementaires, mais c'est pas une proposition gouvernementale de faire. Alors en fait, c'est une proposition de loi qui traînait dans les cartons depuis assez longtemps. Genre j'ai lu pas mal de trucs là récemment là-dessus, donc je peux en parler. La proposition de loi, c'était sur l'efficacité du gouvernement, l'efficacité des décisions. Et en gros, le droit d'accès était conçu, si je le résume très schématiquement, parce qu'ils en avaient marre d'avoir des contestations de décisions, souvent des décisions individuelles. Et donc, en fait, c'était une loi dans laquelle ils ont eu tout un débat sur il faudrait avoir quelques documents qui doivent pas être mis en ligne, mais mis à disposition quand on les demande. Par défaut. Donc, ils ont commencé à faire une liste de documents, ils n'y arrivaient pas. Il y avait la commission Ordonneau qui était en charge de ça. Ils ne sont pas arrivés et en fait, suite à des amendements, donc c'est intéressant parce que maintenant, c'est devenu quand même un droit fondamental. Hein. Ça a été reconnu par le Conseil constitutionnel récemment comme un des principes fondateurs de la République, je crois, le droit d'accès. Mais c'est quelque chose qui a été obtenu par amendement. Donc forcément, par amendement, ça a été fait. Les parlementaires savent faire un travail de qualité, mais ça a été mis un peu comme ça dans une loi. Ça faisait longtemps que plusieurs groupes parlementaires essayaient de le faire, mais donc c'est un droit qui a été fait, on va dire un peu, si j'utilise une expression qui est impropre, un peu à l'arrache, un peu à la va-vite. Mais il fonctionne bien sur ces grands principes. Sur ces grands principes, il marche encore bien. Je veux dire, la définition était très large des documents administratifs. Il n'y a pas de contrainte pour la saisine, c'est hyper simple. Vous pouvez faire. Et au final, ça marche bien. Mais sauf qu'en fait, il n'y a pas de sanction, il est ultra contourné ce droit. Et c'est un gros problème sur la transparence administrative. Je pourrais en parler pendant longtemps. Mais tu ne vas pas le faire. Mais je ne vais pas le faire, d'où le émotionnel. Donc, je vous disais, les grands principes de l'open data, ils ont émergé aux États-Unis, où le droit d'accès fonctionnait bien. Parce qu'en fait, tous ces entrepreneurs qui venaient là, ils avaient accès à plein de données qu'ils obtenaient par des demandes, du FOIA. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est en gros qu'on leur donne un tuyau, qu'ils puissent se brancher dessus et que leur service se mettent à jour automatiquement et qu'ils aient accès aux données en temps réel. Ça, c'est un des grands principes de l'open data que j'ai oublié, d'avoir la fraîcheur des données, d'avoir accès à des données les plus fraîches possibles, voire en temps réel quand c'est possible et nécessaire. En gros, il va les limiter. Donc, c'est pour ça qu'on a des principes qui sont très techniques. Il y a Yu et Robinson, deux auteurs, qui avaient dit on pourrait appliquer les grands principes de l'open data à des publications, des déclarations des dirigeants de la Corée du Nord, et ça respecterait les grands principes de l'open data. Il n'y a aucune disposition relative à la transparence dans les grands principes de l'open data.
c'est pas nécessairement synonyme de transparence. Donc ça a émergé aux États-Unis et en France, en fait, l'open data, je trouve, a un peu renouvelé le droit d'accès. Franchement, je pense que il n'y a pas grand monde qui connaît. Enfin, parmi les acteurs d'open data, on a tous un peu découvert, je pense, le droit d'accès. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai complètement découvert ça, puisque je me souviens quand j'avais fait mon grand oral à Sciences Po, on m'avait posé la question c'est quoi la transparence administrative, la loi CADA? Je sais pas. Puis maintenant, en fait, c'est devenu mon sujet de prédilection. Et en fait, pas grand monde le connaît, hein, l'acronyme CADA et tout ça, pas grand monde le connaît. Donc ça, pour vous emmener vers la troisième étape, qui est le droit de réutilisation. Et à chaque fois, en fait, là, on retrouve ce truc entre décision individuelle, décision publique. Donc là, le jalon d'après, donc on a eu 1789, 1978, donc 1189, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1978, le droit d'accès avec la loi CADA et la loi CNIL, et 2016, donc la loi pour une république numérique et le RGPD en même temps, qui est entré en vigueur effectivement en 2018. Donc la loi pour une république numérique, ce qu'elle propose, en gros, comme grand principe, c'est l'ouverture des données par défaut. Et le périmètre est vraiment très large, c'est-à-dire ouverture de l'ensemble des bases de données et des données qui présentent un intérêt économique, social ou environnemental, en gros, quasiment toutes les données publiques. Ça s'applique à tous les acteurs investis d'une mission de service public qui ont plus de 50 agents, et pour les collectivités locales, donc c'est pas où, hein, c'est plus de 3500 habitants. Donc, il faut avoir 3500 habitants pour une collectivité locale et 50 habitants. Mais donc, sinon, ça concerne quand même, Open Data France avait estimé, je crois, 4000 collectivités territoriales. Un peu plus, ouais, 5000 et quelques. 5000, ouais. Donc, c'est quand même assez massif. Hein. Le bilan qu'ils en font pour l'instant, c'est qu'à peu près 10% ont ouvert au moins un jeu de données. Donc, pour les petites, et là, c'est là où on voit qu'il y a des grosses inégalités entre les grosses collectivités et les petites collectivités qui ont du mal. Alors, ce qui marche souvent bien, c'est quand une grosse collectivité accompagne les petites collectivités pour ouvrir leurs données. Et donc, ce droit de réutilisation, il a émergé donc dans la loi pour une république numérique qui impose aussi l'utilisation de standards ouverts, de licences ouvertes. Vous avez le droit d'utiliser, sauf exceptions qui sont très compliquées à obtenir, la licence ouverte et qui donc vous laisse un droit de réutilisation, sauf qui vous demande juste de citer la source, ou la licence ODBL qui vous demande, en plus de citer la source, de repartager les données avec la même licence dans une logique de pot commun. Je vais essayer là-dessus parce que c'est quand même des choses qui, je pense, sont assez connues maintenant. Et si vous voulez, il y a plein de ressources pour découvrir, mais au moins, si vous voulez aller un peu plus loin. Au même moment, et donc ça s'est appliqué aussi en 2018, le RGPD instaure un droit à la portabilité des données. Et le droit à la portabilité, c'est qu'auparavant, en fait, il y a beaucoup de choses du RGPD qui viennent de la loi CNIL. Hein, juste, on y a mis des fonctions, et puis il y a des choses qui sont nouvelles. Hein, il y a plein de choses nouvelles. Mais le droit d'accès existe, le droit d'accès aux données qui sont produites, qui sont produites sur vous, des données qui vous concernent. Il existe depuis longtemps, il existe depuis 1978. Mais ce que permet le droit à la portabilité, c'est que vous allez avoir accès à ces données dans un format lisible par les machines et qu'en fait, vous pouvez les réentrer dans un autre système. Donc, si vous voulez, c'est quasiment l'application des grands principes de l'open data à vos données à caractère personnel. Ouais. Je veux bien ajouter un truc sur le droit à la portabilité parce que la Commission européenne, il n'y a pas très longtemps, a fait une évaluation du RGPD après quelques années, on va dire, enfin quelques années, ça je parle un peu rapidement, mais après 2 ans de mise en œuvre après 2018. Et ce qui était hyper intéressant notamment, c'est qu'il montrait que donc ce droit à la portabilité, il a beaucoup été pensé comme étant une mesure de concurrence. C'est-à-dire que l'idée, c'était plutôt à la base dans l'esprit du texte, c'était plutôt de dire, typiquement, ça va casser les monopoles parce que si tu peux prendre tes données te concernant sur Airbnb, toutes tes notes, toutes tes évaluations et les porter sur le concurrent d'Airbnb, ça te permettra plus facilement de passer d'un site à l'autre. Et inversement, si tu veux aller de Twitter vers un autre réseau social, voilà. Et ça avait plutôt été pensé comme un truc de concurrence. La réalité, c'est qu'on voit que ça n'a pas eu cet effet. C'est pas le droit à la portabilité qui fait que les grandes plateformes sont moins dominantes avant. Et puis l'union.
Et la commission, je crois, a proposé un truc qui était peut-être beaucoup plus intéressant, qui est déjà beaucoup plus dans l'esprit aussi, ce que fait notamment la FING avec Self-Data, de ne pas concevoir ça dans une optique de concurrence, mais plutôt de penser ça dans une optique de capacité à faire. C'est-à-dire, je peux partager mes données pour un projet d'intérêt général, je peux partager mes données à plusieurs pour faire avancer la recherche médicale. Enfin, voilà, beaucoup plus dans un truc un peu plus d'empowerment ou de capacitation, comme on dirait, que comme une pure mesure de marché et de concurrence. Alors, ça marche pas bien pour les réseaux sociaux parce que les effets de plateforme sont très importants. Si vous allez sur un réseau social avec toutes vos données, mais s'il n'y a personne, bah, vous n'allez pas y rester, tout simplement. Mais il y a quand même des secteurs dans lesquels ça marche. Le droit à la portabilité, moi, il y a un secteur dans lequel ça, même avant le RGPD, ça marchait bien. C'est les applis de running qui vous traquent vos courses, donc les Strava, les Garmin, Nike+, tout ça. La portabilité se fait hyper bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, je suis passé de Nike à Garmin à Strava. Ça se passe avec des API, tout ça, ça se fait hyper bien. Et du coup, vous pouvez passer d'une appli à une autre, vous retrouvez tous vos... Notamment parce que la donnée, il y a un standard commun. Donc, j'ai plus le nom du standard, je crois que c'est des GPX. Il y a un standard commun et vous exportez toutes vos données. Et surtout, il y a des API qui font que... Des API, non, alors ça, il faut que j'explique. Des interfaces de programmation qui interconnectent les bases de données, ce qui fait que vous donnez une autorisation à Strava de récupérer vos données de Garmin. Et donc, vous retrouvez toutes vos courses passées avec le tracé, même la vitesse, tout ça, enfin, vous retrouvez tout. Donc ça marche bien dans ce domaine-là. Et il y a un autre domaine dans lequel ça marche bien, qui est le domaine bancaire. Il y a plein d'applications comme Bankin, Lydia aussi fait ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y en a une ici à Aix qui fait la même chose. Ouais. Et même les banques entre elles vous donnent accès à vos comptes sur d'autres banques. Bah, ça, c'est du droit à la portabilité. Il y a un droit spécifique à ça, une directive, mais on ne va pas entrer dans le détail. Mais il y a des cas dans lesquels ça marche. Ça pour vous dire, donc il y a ce troisième. Vas-y. Ouais. Samuel, je te proposerais bien enfin, je vois que l'heure avance. Si tu voulais nous parler tout de suite peut-être reproductibilité de la décision publique, enfin peut-être que la partie transparence des algos, ou t'en dis deux mots, mais je reviendrai après en détail dessus. Je vais passer la parole sur ça. Est-ce que tu peux présenter les dispositions de la loi pour une république numérique sur la transparence des algos dès maintenant? Je pense que ça serait bien. D'accord. Alors, donc pour faire très simple, effectivement, dans la loi pour une république numérique, il y a plein de choses qu'a présenté Samuel autour de l'open data. Alors, par défaut ou par principe, vous choisirez le terme que vous voulez. Mais l'autre élément, c'est qu'il y a des dispositions qui concernent, alors qu'on a peut-être un peu maladroitement appelé transparence des algorithmes, alors qu'en pratique, il s'agit plutôt d'un devoir d'information et d'un droit à l'explicabilité. Donc, en gros, qu'est-ce qui est dit dans la loi? Il est dit que, donc ça concerne là pour le coup que les acteurs investis d'une mission de service public. Hein. Donc, on est bien sur le service public à proprement parler. Et il est dit qu'à partir du moment où une collectivité, un ministère ou autre prend des décisions administratives individuelles sur la base d'un algorithme, alors elle doit fournir une information générale et elle doit fournir aussi une explication individuelle. Et donc ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un droit qui est assez original et en Europe et dans le monde. Nous, on a des collaborations chez Etalab via l'OGP, enfin le partenariat pour un gouvernement ouvert avec le Canada, avec la Nouvelle-Zélande, avec les Britanniques aussi. Et on voit bien que ces dispositions-là, elles n'existent pas ailleurs. Donc voilà, il y a quelque chose d'intéressant autour de cette idée-là on doit rendre compte de la décision publique, y compris quand elle est prise à partir d'algorithmes. Et pour être beaucoup plus clair, parce que je ne suis pas forcément très clair dans mon propos là-dessus, qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne aussi bien de la décision qui est prise avec un tableur que de l'intelligence artificielle. Ça concerne aussi bien une collectivité, une mairie qui attribue des places en crèche à un système qui va permettre, par exemple, dans un aéroport, je ne sais pas si vous voyez dans les aéroports, dans les grands aéroports, et notamment à Charles de Gaulle, je crois, c'est le seul endroit où en France on a ce dispositif-là. Alors je dis ça, mais peut-être qu'il existe à Nice et à Lyon aussi, je connais mal les aéroports. Mais il y a un système qui s'appelle Paraf, qui permet de passer les frontières beaucoup plus facilement et qui fonctionne avec de la reconnaissance faciale. Bon, bah là, on est typiquement dans des usages très, très high-tech des algorithmes, mais la plupart des usages sont beaucoup plus, entre guillemets,
guillemets low-tech, puisque ça va être du tableur Excel, voire une grille de décision sur laquelle enfin une grille papier de décision où je vais remplir des critères. Voilà, je n'en dis pas plus, je te laisse peut-être aborder la question justement de la reproductibilité de la décision publique, puisque c'est bien de ça dont on parle là aussi. Ouais, donc voilà, c'est important pour moi que vous ayez ces 3 phases pour expliquer qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des avancées en matière de transparence, elles concernent aussi les décisions individuelles et à chaque fois, les liens sont proches entre la transparence des décisions individuelles, ce qui est tout le sujet de la transparence des algorithmes, et la transparence des décisions collectives. Ce que permet l'open data, je pense, c'est une sorte de droit à la reproductibilité de la décision publique. C'est cette idée qu'en science, par exemple, on parle souvent de cet impératif de reproductibilité. Quand on publie des recherches, si on a accès aux données, au code source, à la manière dont ça a été, et puis au protocole d'expérimentation, quand une recherche aboutit à des découvertes, on doit pouvoir la reproduire, comprendre comment ça a été fait, et on doit pouvoir reproduire les mêmes résultats. Pour qu'un résultat soit valide, on doit pouvoir le reproduire. Et dans la décision publique, évidemment, le recours à la donnée est très courant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions qui mettent en avant des chiffres. C'est hyper courant. Ce que permettent l'idéal politique de l'open data, pour moi, c'est la réduction des asymétries d'information. C'est l'idée qu'on peut mettre tout le monde sur un même niveau, un pied d'égalité. Et dans l'idéal, hein, c'est pas toujours ça, loin de là, mais qu'on va pouvoir reprendre les calculs parce qu'on a accès à une donnée dans sa plus forte précision. C'est cette notion de granularité, pensez au grain dans une photo, vous pouvez zoomer et aller au plus proche des phénomènes et vous avez accès à toutes les lignes de la base de données. Je vais vous donner un exemple qui, à mon sens, est un très bon exemple de reproductibilité de la décision publique. C'est celui de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors, en tant que militant cycliste, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec eux, mais je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable au moment du passage aux 80 km/h, qui est quand même un gros débat, où ils ont utilisé les données de la base des accidents de la route. Donc, c'est une base qui est mise à disposition par le ministère de l'Intérieur, dans laquelle vous pouvez savoir pour chaque accident de manière anonymisée le type de véhicule, les conséquences, les conditions météo, le nombre de personnes à bord et tout ça. Et eux, ils ont pris les données sur les tronçons test du passage aux 80 km/h. Il y en avait 3, il y en avait un dans Lyon, pas très loin de là où j'ai grandi. Ils ont regardé si, effectivement, comme le disait Édouard Philippe, le Premier ministre, il y a eu une baisse de l'accidentologie à ces endroits, parce que lui, il prouvait ça, il présentait ça comme une décision fiable, objective, scientifique, validée. Ils ont regardé ces données-là, ils ont vu stabilité de l'accidentologie sur toute l'année ou dans lequel passage 80 km/h. Je vous ai préparé les liens, je vous les envoie juste après, si vous voulez en savoir plus. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on a les données dans leur plus forte granularité, on peut refaire les calculs et aller regarder sur ces tronçons, est-ce qu'effectivement, ce qui nous a annoncé est vrai et reproductible. J'ai d'autres exemples là-dessus. Nathalie, ça va te plaire, c'est chez toi à Lyon. Il y a l'exemple, je trouvais, de l'association du vélo à Lyon, alors j'ai plus le nom en tête de cette association, qui avait pris les données sur le portail Open Data pendant la campagne électorale et avait vérifié si les promesses de Gérard Collomb en matière de création de pistes cyclables avaient été vérifiées. Donc ils ont compté tout simplement le nombre de kilomètres de pistes cyclables créées ces dernières années. Et ils ont montré qu'on n'était pas du tout à la hauteur des promesses qui ont été faites. Et alors que, je ne sais pas quel était le discours du maire à cette époque, mais en tout cas, ils ont utilisé les données pour vérifier les décisions qui étaient annoncées. Donc, ils ont regardé aussi dans la précision des données. Un autre exemple, je vous ai mis un lien vers un article qu'on a écrit avec David Proté sur la concertation pour la 3e ligne du métro à Toulouse. Il y a des ateliers de cartographie qui ont été faits. Alors, je vous dis cet exemple, mais en fait, tout simplement, dans votre parcours dans NEC, j'avais soufflé l'idée à Romain d'aller interroger les gens qui ont fait cette concertation. Donc, Romain, si tu veux en dire deux mots sur la vidéo qui est dans le parcours. Oui, effectivement, pour ceux qui ont accès à la plateforme pro.numérique en commun.fr, il y a effectivement dans le parcours donné un retour d'expérience d'une quinzaine de minutes de David Proteis qui explique très bien ce cas où, dans le cadre de la concertation
pour l'ouverture d'une nouvelle ligne de métro à Toulouse, il y a eu effectivement une forme un peu originale qui était des ateliers de cartographie, et donc des citoyens et d'autres parties prenantes se sont rassemblés pour essayer de collecter des données qui permettaient en fait de je vais pas dire remettre en cause, mais en tout cas de questionner le tracé qui avait été proposé par l'entité de transport en commun dont j'ai oublié le nom à Toulouse. Voilà. Et du coup, il y a eu tout ce travail qui a été fait et qui finalement permettait d'aborder le débat sous une forme différente et d'amener de nouveaux éléments qui n'avaient pas été forcément pris en compte initialement, et même de se rendre compte que finalement ce travail sur les données n'avait peut-être pas été fait initialement. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette reproductivité de la décision publique, et je vais accélérer, Simon, pour te passer la parole. Je me donne max de 3 minutes, quoi. Et qu'avec la transparence des algorithmes, on a aussi donc une reproductibilité de la décision individuelle. Je pense que ça, c'est essentiel. Et donc là encore, le lien entre les deux, je pense que cette idée de reproductibilité, quand on a préparé cette conférence avec ma collègue Justine, qui est là, et que je remercie pour son aide, elle me disait, elle me citait un rapport de la CNIL de 2017 sur la transparence, plus largement les enjeux éthiques des algorithmes, qui disait l'algorithme sans données est aveugle, les données sans algorithme sont muettes. Et ça, je pense que c'est essentiel d'avoir en tête ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre données et algorithmes, et il y a un lien très fort entre transparence de la décision publique et transparence de la décision individuelle. Maintenant, je pense que ce qui manque, c'est un contrôle et une transparence à l'échelle collective. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à un stade où les décisions individuelles, dans le secteur privé notamment, sont très individualisées. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense que la tarification des TGV, c'est la plus grande, un truc d'une opacité folle. Les résultats de recherche Google, selon votre historique de navigation, vous avez des résultats qui sont très différents. Les réductions qui sont accordées par les cartes de fidélité, là aussi, c'est des décisions qui sont très, très individualisées. Je pense qu'il manque un dispositif vers lequel nous, on plaide beaucoup chez Data Activist, qui est celui de la coopérative de données. C'est-à-dire qu'on met nos données dans un pot commun qu'on contrôle, qui est une coopérative, donc selon le principe une personne, une voix, et qui sont vraiment, on garde le contrôle de nos données et on crée une structure qui nous appartient, comme nous, on est une coopérative. On y met à disposition nos données anonymisées et on peut faire plein de choses avec ces données, et notamment, on peut contrôler la manière dont sont appliqués un certain nombre de tarifications individuelles, et même reprendre du pouvoir, par exemple, sur la tarification des TGV. C'est-à-dire que si on mettait à disposition nos données par le droit à la portabilité de nos cartes de fidélité TGV et plus largement de nos achats de TGV, on voit le moment où on a pris la commande et on voit une autre personne, et on pourrait reprendre du contrôle en se disant, en faisant un peu du reverse engineering, de la rétro-ingénierie, pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme de tarification des TGV, et même développer des outils qui vont nous envoyer une alerte ou nous prédire quand est-ce qu'il va falloir qu'on prenne nos billets de train. Je vais finir sur le fait que dans l'open data, la question de la médiation est vraiment essentielle. Donc c'était pour vous dire quand même, le lien est vraiment très fort entre ces deux choses-là. Donc la thématique, c'était impliquer les citoyens dans l'ouverture des données. Je pense que la question de la médiation est vraiment essentielle. Il y a un risque avec l'open data, c'est celui de donner plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà. C'est ce que le chercheur canadien Michael Gourstein avait appelé « Empower the Empowered ». C'est-à-dire que sans médiation, on risque de renforcer une élite. Et nous, on travaille beaucoup sur la question de la data literacy. On s'est créé pendant la data literacy conférence ici à Aix. Simon, tu étais là. Le risque, c'est de renforcer le pouvoir d'une élite dans la société, mais aussi dans les organisations. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'une stratégie data qui fonctionne bien, c'est une stratégie qui est inclusive et partagée. Donc, je pense que c'est vraiment extrêmement important, et on a besoin de dispositifs, d'actions pour désacraliser la donnée, la raccrocher à des expériences familières avec Fréquence École qui organise Numérique en commun. On a créé un escape game. Je pense qu'il y a plein de choses à faire autour de la cuisine, du cinéma, des choses qui sont beaucoup plus dans des expériences familières. Donc, je pourrais parler de la médiation, mais j'ai beaucoup trop parlé. Donc, Simon, je te passe la parole pour que tu continues sur la médiation. Oui, merci Samuel. Non, mais je pense que c'était important de faire
toute cette partie un peu historique aussi qui explique d'où on vient, où on va. Enfin, moi, je retiens aussi ce que tu disais, qui me semble hyper intéressant, c'est de dire on a l'impression que tout a commencé avec l'open data, mais qu'il y avait déjà en germe plein de débats sur le droit d'accès, sur comment on le met en œuvre et compagnie et tout ça. Ça me semble tout à fait vrai, sur la reproductibilité aussi. Moi, ce que je voulais échanger ou présenter avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Essaye et je couperai moi. Oui, je vais te le donner. Ah, voilà, super. Merci. C'est bon, normalement. Ouais. En fait, moi, je voulais évoquer une question qui est celle de la médiation aux données, on va dire de la médiation aux données à la médiation aux algorithmes, en fait. C'est d'essayer de faire, sous la question de la médiation, le lien entre ces deux sujets de l'open data et puis des algorithmes ouverts. Et pour ça, je voulais commencer avec deux images. La première, on est en 2009, là, dans les conférences TED. Alors, vous connaissez, j'imagine, au moins deux noms. Et puis, sur scène, Samuel, tu veux nous dire qui c'est sur scène là? C'est Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, qui a créé ça aussi il y a très longtemps et qui avait poussé dans cette conférence de créer un peu le même mouvement qu'il avait fait avec l'accès aux documents. Au départ, le web était pour ça, l'accès aux documents, le fait d'accéder plus facilement aux données. Ouais. Et alors donc il est sur la scène là, et puis il fait scander à la salle We want raw data now. Alors le raw data, il y a des enjeux sur la traduction, mais bon, on comprend données brutes, données crues, données non travaillées, et il fait une sorte j'allais dire c'est bon, vous m'entendez? Ouais, peut-être, non? C'est bon. Voilà. Il fait une sorte d'appel à la foule sur le fait de dire on veut des données maintenant, on veut des données maintenant et on fait des données maintenant. Et pour moi, ça, c'est l'un des moments un peu fondateurs de la question de l'open data. Il y en a plein d'autres. Hein. On a cité la conférence de Sébastopol qui était 2 ou 3 ans avant. Samuel en a parlé. Mais là, voilà. Et ce que je voudrais faire, c'est vous montrer que, en fait, pour moi, l'image fondatrice de la question de la transparence des algorithmes, c'est celle-là. Et ça n'a rien à voir. Alors là, on est en 2019, donc on est 10 ans après. On n'est plus en Californie. Hein, je crois que la conférence à laquelle Tim Berners-Lee dans laquelle il s'adresse à la foule, c'est en Californie. Là, on est à Londres. Et on est à l'été 2019 et il y a un certain nombre d'étudiants qui protestent contre un système qui est mis en place, un système algorithmique qui est mis en place par le gouvernement britannique, notamment pour calculer automatiquement les notes de l'équivalent du bac. Enfin, chez eux, ça s'appelle le A-level, c'est pas exactement l'équivalent, mais c'est le principe, c'est ce qui donne accès après à l'université. Et en fait, cette foule, à un moment donné, au moment où il y a un étudiant qui raconte qu'il a loupé sa place, enfin qu'il peut pas rentrer à l'académie de médecine qu'il souhaitait parce que l'algorithme lui a décerné une note inférieure à celle qu'il s'attendait à avoir. Tout le monde chante Fuck the algorithm. Donc je ne vais pas vous le traduire. J'imagine que même ça, vous l'avez compris sans peine. Mais pour moi, voilà, c'est ça l'image marquante du débat sur les algorithmes. Et vous voyez bien que ce qui sépare ces deux images-là, entre celle de Tim Berners-Lee, je vous la remets, où on a quelque part une célébrité ou quelqu'un qui est tout à fait légitime de par son parcours, hein, puis il est sœur quand même en Angleterre, hein, donc il a été anobli par la reine pour tout son travail, qui s'adresse, c'est quelque chose d'un peu positif, une recommandation, mais voilà, il dit on veut des données ouvertes, on veut des données ouvertes, on veut des données ouvertes, avec cette image-là qui, 10 ans après, est quand même très, très, très marquante, on va dire, par son côté protestation, revendication, et en tout cas quelque chose de très différent. Alors, ça, c'était les deux images par lesquelles je voulais commencer cet échange pour vous montrer un peu que finalement, pour moi, l'enjeu de la médiation, pourquoi on a besoin d'une médiation sur ces questions d'algorithme? D'abord, on en a besoin parce que aujourd'hui, très souvent, quand on parle d'algorithmes, en particulier d'algorithmes dans le secteur public, mais je pense que c'est vrai aussi des algorithmes du secteur privé, très souvent, on en parle quand il y a un scandale.
en fait. Alors, je vous ai présenté le scandale britannique, mais j'aurais pu aussi vous montrer cet éditorial du journal Le Monde en 2018 qui dit Parcoursup, un système opaque. Donc, il n'y a pas, voilà, cet enjeu-là, il est présent des deux côtés de la Manche, et je pense même de manière un peu plus globale dans pas mal d'autres pays aussi. Donc, on en a besoin parce qu'aujourd'hui, trop souvent, quand on parle des algorithmes, c'est parce qu'il y a un scandale. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler quand il y a un scandale, ça veut dire que ça vaudrait le coup qu'on en parle aussi à un moment donné, pas que sous l'angle du scandale, mais de manière un peu plus partagée, un peu plus construite dans la société. Et il me semble, moi, que ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas ce débat. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir ce débat-là, on n'arrive pas à le creuser. Et c'est pour ça que je pense que la médiation et les médiateurs, et là je parle vraiment aussi, je crois, à un public qui est celui de numérique en commun, il y a un rôle à jouer sur cette fonction de débat. Il y a vraiment un rôle à jouer sur cette fonction de débat autour des algorithmes, a fortiori parce qu'on voit bien que les algorithmes ils jouent un rôle croissant dans nos vies. Je vais dire, aujourd'hui, c'est des systèmes plus ou moins automatisés, par exemple, qui vont vous calculer un itinéraire quand vous demandez un itinéraire dans Waze ou dans Google Maps, mais ça va être aussi tout un tas de plein d'éléments comme ça, on va dire, qui jouent un rôle croissant. Et alors, ceci étant posé, si on pose comme principe qu'on a besoin d'une médiation aux algorithmes, donc profondément, moi j'en suis convaincu de ça, du fait qu'on a besoin de cette médiation aux algorithmes, se pose la question alors je reviendrai sur la remarque de Béatrice sur les algorithmes sociaux à la chinoise, mais je pense qu'on a, voilà, alors je peux le traiter maintenant. Le fait est qu'on voit aussi qu'il y a des sociétés sur lesquelles il n'y a pas de débat par rapport à ça. Alors, soit il n'y a pas de débat parce que, notamment sur des questions de crédit, de score social, hein, le social scoring dont on parle à la chinoise, c'est pas des sociétés déjà qui permettent, on va dire, vraiment le débat, mais il y a aussi la question de l'acceptabilité sociale qui peut être très différente aussi d'une culture à l'autre. Alors, je reviens là-dessus. Si je pose comme principe qu'on a besoin d'avoir un débat pour les algorithmes et qu'une grande partie de ce débat, on a besoin qu'il passe aussi par la médiation, c'est-à-dire qu'on a besoin de mieux comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, on a besoin de se les approprier. Et donc là, je crois qu'on peut s'appuyer quand même, et Samuel a fait partie des acteurs qui ont aussi essayé de porter ça dans notre pays, on peut s'appuyer sur cette idée de médiation aux données, ou de littératie des données, ou de data littératie dont il a parlé. Et donc effectivement, à Aix-en-Provence s'est tenue 3 années d'affilée la data littératie conférence qui était co-organisée avec la Fondation Internet Nouvelle Génération, et qui était un grand moment par rapport à ça. Mais on pourrait s'appuyer sur ça, sur ce principe, les grands principes de la médiation aux données. Alors, les grands principes de la médiation aux données, je reprends ceux qui sont présentés sur le site Infolab. Alors, Samuel, tu peux peut-être, je ne sais pas si tu as l'URL, mais partager, parce que j'ai partagé des URL aussi pendant que tu parlais. Si tu peux faire ce travail-là, je veux bien. Merci beaucoup. Et donc, ces grands principes, finalement, de la médiation aux données qui sont présentés, donc là, c'est le site qu'il a présenté, Samuel, qui est le résultat du programme que la FING avait mené pendant plusieurs années là-dessus. Il y a quelques grands principes qu'on peut résumer. Le premier, c'est essayer de rendre tangible. C'est-à-dire de dire, plus les données seront manipulables, tangibles, plus je pourrai les toucher, les sentir, plus j'arriverai à comprendre ce que c'est et à travailler avec. Le deuxième principe, c'est de les rendre sensibles, c'est-à-dire d'essayer de dire, ben voilà, il faut qu'elles représentent quelque chose pour celui qui va les manipuler. Tout ça, ça paraît très abstrait, mais je vais vous donner plein d'exemples, je pense, après, qui vous montreront comment ça peut se traduire. Et le troisième principe, c'est un principe de proximité, on va dire. Et c'est ce qu'on avait appelé travailler à hauteur d'homme, c'est-à-dire en gros d'avoir une proximité entre le sujet traité et celui qui le traite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que typiquement, dans plein de collectivités, il y a eu des animations autour des menus de la cantine. Alors vous pouvez rigoler en disant ouais, c'est pas de la grande transparence administrative de faire les menus de la cantine et tout, mais c'est une réalité que si je m'adresse à un public de collégiens ou même avant plus jeunes, eh ben, cette question de qu'est-ce qu'on mange le midi à la cantine scolaire, c'est une vraie question, et on va pouvoir concevoir des animations comme ça qui leur permettent de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, ces trois principes, tangibles, sensibles, et puis travailler à hauteur d'homme, ou le principe de proximité. Alors, on a eu plein de réussites, je crois,
intéressantes là-dessus. Alors, si je dois citer quelques acteurs, bien sûr, ce que fait Fréquence École et l'équipe autour de Romain et Dory à Lyon fait des choses très intéressantes là-dessus. La turbine, pardon, pas la tribune c'est une autre paire de manches, mais la turbine à Grenoble, je crois, fait pas mal de choses aussi là-dessus. Le Donut à Marseille, je sais pas, Samuel, si tu veux dire deux mots, mais tout le travail qui avait été fait autour des logements insalubres suite quand même au drame qui avait touché la ville. Il y a eu un hackathon qui s'appelle Balance ton taudis qui s'est saisi un mois après le 5 novembre et l'effondrement des immeubles de l'immeuble de la rue d'Aubagne. S'est saisi de sa question du logement insalubre en allant obtenir certaines données ou en collectant même, par exemple, sur toutes les décisions administratives de fermeture des logements, j'ai pas le terme qui me vient, d'aller faire une carte, d'aller produire ça, et puis aussi de travailler en fait avec des gens qui étaient délogés pour leur proposer une solution et à certains moments la donnée entrer là-dedans. Et aussi de comprendre comment les décisions d'éviction étaient prises, comment aussi on peut produire un dossier pour obtenir une éviction, pour obtenir pas une éviction, une fermeture d'un logement, quand on a des craintes sur son logement. Et ça, on voit bien, je trouve, tous les c'est-à-dire, à la rigueur, quand je dis à hauteur d'homme, là, on voit bien qu'il y a une mobilisation aussi des acteurs associatifs de la ville de Marseille, parce qu'il y a un drame qui touche la ville et qu'à un moment donné, voilà, il y a une mobilisation et que traiter de la donnée, ça fait partie des leviers un peu d'action qui sont offerts. Alors, sans attendre qu'on soit dans des situations aussi extrêmes que ça, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à aller regarder du côté de la mobilisation, autant autour d'Open Food Facts, par exemple. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites. Je voudrais juste finir sur cette dimension aussi qu'on a, quand on dit rendre tangible, c'est aussi tout le travail qu'on fait autour de ce qu'on appelle la physicalisation. Le terme est un peu moche, mais c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre physique les choses. Alors, je vous raconte juste une petite anecdote. Il y a quelques années de cela, on avait organisé à Rennes, dans le cadre du programme Infolab, toute une journée autour de la médiation aux données avec quelques ateliers très pratiques et tout. Et notamment, moi, j'avais proposé qu'on réalise la fresque des prénoms. Donc, en fait, on avait fait un graphique où on avait le nombre de fois où un prénom donné avait été donné dans la ville. Je crois que c'était sur l'année 2008 en l'occurrence. Donc le premier prénom, c'était Nathan, il avait été donné 40 fois. Et le deuxième, je ne sais plus ce que c'était, ça devait être quelque chose comme Léo, il avait été donné 33 fois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, la fresque, la longueur de la fresque, c'était 12 mètres. Et donc, on l'avait fait sur un grand papier, vous savez, comme celui qu'on met sur les tables des banquets, enfin, quand on avait le droit encore de se réunir, de faire comme ça. Et c'était 12 mètres. Donc, on avait quand même un truc hyper précis et qui avait permis, et je vous assure que tous ceux qui ont passé l'après-midi dans les participants, tous ceux qui ont passé l'après-midi le dos cassé par terre à tracer des traits sur cette fresque-là pour chaque prénom, pour noter avec un petit post-it, tiens, c'est tel prénom, tel prénom, tel prénom, eux, ils ont tout à fait saisi ce que ça voulait dire que la courbe de distribution des prénoms et le fait qu'en fait, on parle toujours du top 3 ou 4 des prénoms, mais la réalité, c'est que le plus courant, c'est d'avoir un prénom rare aujourd'hui. Et c'est pas d'avoir un prénom commun, quoi. C'est au contraire les prénoms plutôt rares qui sont les plus majoritairement les plus représentatifs de ce que c'est qu'aujourd'hui nommer des prénoms. Enfin, je vous renvoie bien sûr aux travaux de Baptiste Coulmont là-dessus. Donc, je crois que la médiation aux données, on a vu un certain nombre de choses, et Samuel, je vois, tweet aussi sur le travail qu'il avait fait avec d'autres, avec l'Open Knowledge Foundation autour des données de la CAF à Paris. Donc, il y a plein d'exemples, en fait, je crois, qui sont assez documentés là-dessus. Donc, si je veux poser une médiation... Est-ce que tu avais fait la fresque? Je sais pas si... Non, là, en tout cas, ça ne me revient pas tout de suite, mais on pourra chercher après. Voilà, tout ça pour vous dire que si on pose comme principe qu'on a besoin d'une médiation aux algorithmes, alors peut-être qu'on pourrait s'appuyer déjà sur ce qu'on a réussi par rapport à la médiation aux données. Après, il faut bien voir qu'il y a des difficultés qui sont communes à la médiation aux données et à la médiation aux algorithmes. Déjà, il y a le côté intangible de la médiation de la donnée et a fortiori de l'algorithme. C'est-à-dire que si je vous dis ramène-moi un algorithme, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire ramener un algorithme et puis c'est quoi. Après, il y a aussi des enjeux de technicité du sujet et parfois de compétences requises. C'est pour ça que tous les exemples qu'on a autour de la data cuisine, autour de la physicalisation des données, autour de la valise data de Fréquence École que citait Samuel, tout ça, c'est un autre moyen aussi pour arriver à parler de ces sujets-là sans avoir besoin d'un ordinateur, parce que l'écran, c'est encore déjà une barrière supplémentaire pour arriver à parler à un plus grand public.
La troisième difficulté qui me semble commune aux données et aux algorithmes, c'est le fait que c'est pas très impliquant, quoi. C'est peu sexy quand même. Si je vous dis, ben, venez, on va passer l'après-midi à discuter d'algorithmes, ça va peut-être intéresser un certain nombre. Là, vous êtes 40 là, dans cette session ce matin. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seront intéressés, mais on aura du mal quand même à mobiliser les foules. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a voilà, ces difficultés qui sont communes. Et si en plus je veux faire de la médiation aux algorithmes, alors là, j'ai des difficultés supplémentaires, j'allais dire, qui sont vraiment pas évidentes à surmonter. La première difficulté, et là, je crois qu'un certain nombre d'entre vous pourraient aussi très facilement en témoigner, c'est le terme lui-même, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire algorithme, quoi? Je veux dire, c'est un terme qui est très Pardon. C'est un terme qui est très très flou, sur lequel on ne voit pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. Alors parfois on prend l'image de la recette de cuisine pour dire un algorithme c'est comme une recette de cuisine. Alors moi je vous renvoie quand même à une des définitions qu'on retrouve le plus fréquemment, qui est de dire un algorithme c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations élémentaires permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Bon, retenez juste qu'il y a des entrées, il y a des sorties et au milieu il y a un certain nombre de traitements et qui sont parfois faits dans une boîte, ce traitement qu'on peut qualifier de boîte plus ou moins noire. On trouve toujours aussi la métaphore de la boîte noire un peu comme ça. Donc ça, c'est une première difficulté, c'est le terme lui-même. Et on voit bien que ça génère beaucoup de questionnements, d'interrogations, de dire mais est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas? Est-ce que quand moi je décide, par exemple, le matin, de mettre une chemise telle que celle-ci ou une autre, est-ce que c'est un algorithme, pas un algorithme? Voilà, est-ce que tout est algorithme ou est-ce que ça commence, ou est-ce que ça s'arrête? Vas-y Samuel, si tu veux dire un mot là-dessus. Je me demande si tu n'as pas une difficulté supplémentaire quand tu travailles sur la transparence des algorithmes publics. Par rapport aux algorithmes secteur privé. Tu vois, j'ai mis un certain nombre de liens là. Ouais. On parle de Netflix. Alors, Science Étonnante a fait un travail super sur APB, sur l'admission post-bac, qu'on pourra reparler. Mais je pensais aussi à la dopamine qui fait ça très bien, parce qu'en fait, là, on est sur des trucs du quotidien où ils expliquent le fonctionnement et les mécanismes psychologiques d'algorithmes utilisés par les réseaux sociaux. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas une difficulté supplémentaire par le fait que l'algorithme public, comme les données publiques finalement, ont en elles derrière, mais c'est hyper riche aussi. Je trouve que quand tu fais de la médiation de données, tu questionnes plein de choses sur le fonctionnement de l'État, les décisions qui sont prises. C'est un vrai point public, je trouve. Alors, je vais juste, parce que je vois qu'il y a des questions et je vois aussi le temps qui passe, il nous reste 13 minutes. Je vais juste partager avec vous un petit lien. Etalab a publié un guide en ligne sur les algorithmes publics et dedans, c'est pour répondre à la question de Béatrice, vous trouverez toutes les définitions aussi qui y figurent. Alors, je disais, mais tu as parfaitement raison, hein, Samuel, sur tous ces enjeux-là, mais je voudrais montrer des exemples de gens qui ont essayé de faire des trucs et qui réussissent, je trouve, qui racontent quelque chose d'intéressant. On a un problème de définition. On a aussi un autre problème, et qui est vraiment très important, je crois, dans les algorithmes, c'est qu'ils sont partout, mais que personne ne les voit, en fait. Et ils sont très invisibles, en fait. Et je pense que c'est d'ailleurs intéressant que la loi Le Maire, elle oblige les administrations à faire une mention. Parce que faire une mention, c'est-à-dire vous dire la décision a été prise à l'aide d'un traitement algorithmique, c'est rendre visible quelque chose qui était invisible. C'est-à-dire que si tu as des nouveaux droits qui te permettent d'aller demander des explications, si tu sais même pas qu'un algorithme a été utilisé, il se passe rien en fait. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on te dise ah oui, il y a un algorithme pour que tu puisses te dire ah oui, donc j'ai des droits qui sont associés à ça. Et puis la troisième difficulté, c'est que c'est quand même parfois ça peut être très 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 technique. Et très vite, on va avoir des questions un peu sur à quel point ce qu'on raconte est une simplification ou pas de la réalité, à quel point c'est complètement fidèle à la complexité de ce qui existe ou pas. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions, mais je vais les prendre peut-être groupées à la fin. Je voulais juste vous présenter quelques exemples. Je vais repartager mon écran. Hop. On enlève ma caméra pour... Voilà, super, je pense qu'on est pas mal. Merci Samuel. Est-ce que tout le monde le voit? Ça, c'est un exemple. Ton écran, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour ça. Ouais. Hop là. C'est mieux là? Ça n'a rien changé. Alors, peut-être le seul à Non, je pense qu'il faut que tu fermes la slide, si tu avais la slide.
Si tu avais une slide ouverte, peut-être qu'il faut que tu la fermes sur ton écran. Juste cet exemple-là, en fait, c'est un truc qu'on avait développé avec Sarah Labelle et Loïc Cailly notamment, qui était de faire un truc autour du triage des chaussettes. Alors pourquoi? Parce que j'étais tombé moi sur cet article sur un site qui s'appelle Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un site qui est plutôt utilisé par des développeurs. Hein. Et puis il y avait un gars qui a 7 ans, hein, déjà maintenant presque 8, qui a posé la question comment trier mes chaussettes de manière efficace. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que cette question-là, elle a été vue 416 000 fois. Donc, presque un demi-million de vues sur cette question-là. Et vous avez des centaines et des centaines de réponses d'algorithmiques, de gens qui disent un peu, bah voilà, comment je fais, bah voilà. Et le truc est assez génial parce que d'ailleurs, ça c'est aussi un bon exemple d'intelligence artificielle, c'est que, enfin, collective, pas du tout artificielle, pardon, très humaine et très collective, c'est que finalement, on a découvert dans ce fil-là, de ces réponses-là, à ces 500 000 vues quasiment, des gens qui avaient réfléchi avec des approches tout à fait innovantes. Alors, il y a des approches très marrantes aussi. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai trouvé la solution, je n'achète que des chaussettes noires en taille 41. Comme ça, finalement, c'est beaucoup plus facile à trier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, c'est un exemple de physicalisation. Et je sais que Sarah Labelle l'a utilisé avec ses étudiants. Moi, je les ai utilisés aussi avec mes étudiants de Sciences Po à Paris. Alors, ça leur fait tout bizarre quand on leur ramène un paquet de chaussettes, même si on leur dit attention, hein, elles sont toutes neuves, elles n'ont jamais été portées et de toute façon, elles ont même été lavées. Mais voilà, donc il y a un des cours où je leur sors le paquet de chaussettes, j'ai dit trouvez-moi 10 manières différentes de trier ces chaussettes-là. Donc là, c'est un exemple un peu de physicalisation. Voilà, c'était juste pour vous montrer une manière dont on peut arriver, je pense, à faire de la littératie aux données. Le deuxième exemple de littératie aux données qui m'intéressait, c'était je vous renvoie vers un très bon rapport. Alors, je suis désolé, c'est en anglais. À l'université de Cardiff, il y a un centre qui s'appelle le Data Justice Lab et qui a publié récemment un petit bouquin très très sympa qui permet d'avoir plein de ressources critiques sur comment on fait avancer la justice en matière de données. Alors la justice au sens anglais, c'est pas les juges et les lois, hein, c'est vraiment la notion voilà de justice sociale dessus. Et dans ces exemples du Data Justice Lab, il y en a deux que je voudrais vous présenter que je trouve intéressant. Le premier, c'est le côté un peu activiste. Ça, l'activisme des données, c'est quelque chose qui nous apportait aussi pas mal avec Samuel. Là, c'est un exemple d'activisme autour des algorithmes. Alors là, c'est la police des gens qui sont à Los Angeles et qui protestent contre l'utilisation par la police de Los Angeles d'un système qui s'appelle Predpol, hein, qui fait de la police prédictive. Et donc, on les voit protester. Là, sur l'image, vous les voyez là, ce que je souligne. On les voit au conseil municipal pour demander que la police de Los Angeles arrête ça. Mais ils ont aussi développé tout un outil d'analyse, on va dire, de cet algorithme, de comment on le met en œuvre, des choses comme ça. Donc moi, j'aimais bien, vraiment, je trouvais que ça, c'était un truc assez intéressant de montrer comment on pouvait faire des choses en matière de lutte un peu contre les algorithmes. Alors, il y a un autre exemple, pardon, je sais que c'est très désagréable ce que je fais pour ceux qui me regardent. Voilà, c'était cet exemple-là, Automating New York, et qui est un site, alors lui, qui a été réalisé par des étudiants, et qui est très, très pédagogique, et dans mon esprit, c'est pas du tout un gros mot, puisqu'ils ont étudié en fait un certain nombre d'algorithmes qui sont utilisés. Donc, par exemple, ils ont voilà. Alors, j'aime bien celui-là. Moi, c'est un algorithme qui est utilisé par la bibliothèque municipale de New York, et c'est un algorithme qui permet aux gérants de la aux documentalistes, pardon, bibliothécaires, de choisir les données qui peuvent, les livres qu'ils peuvent acheter. Voilà. Donc, il y a tout un algorithme de recommandation autour de ça. Et donc, voilà. Donc là, il y a un petit site qui vous explique comment ça fonctionne. Est-ce que ça permet de choisir des meilleurs livres, oui ou non? Est-ce que les bibliothécaires ont encore leur mot à dire, ainsi de suite.
Et donc là, vous avez toute une petite série de jeux de cartes qui vous permettent d'explorer ces exemples-là et la manière dont on peut faire ça. D'autres trucs qui me semblaient marrants à vous montrer. Alors, j'aimais bien celui-là. On retrouve pas mal de choses autour de la médiation des algorithmes qui sont des outils de simulation. Donc là, c'est le Pre-Crime Calculator. Ça a été développé. Oui, je crois que Simon. Vous posez un certain nombre de. Simon, ça a coupé un petit peu. Si tu peux reprendre au début du Pre-Crime Calculator, pardon. Alors, le Pre-Crime Calculator, ouais, mais c'est parce qu'en plus, comme c'est ça va demander pas mal de ressources. Je sais pas si vous m'entendez là? Oui, toujours? Non, je mettrai le lien parce que je pense que ça va te pourrir ta connexion. Voilà, ça va être ça. Alors, quand même. Ok, bah, je vous raconte très rapidement. Ça va être un petit outil où, en gros, vous allez répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que vous avez déjà été arrêté? Est-ce que vous avez été arrêté tout seul? Est-ce que vous allez souvent à l'église? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qui sont en fait des questions qui sont utilisées par ces algorithmes de police prédictive. Et à la fin, ça va faire un score. C'est-à-dire que ça va vous dire, ben, vous êtes un individu dangereux à tel ou tel niveau de dangerosité. Et donc forcément, c'est un truc qui en fait vise juste à dénoncer la manière dont ces algorithmes fonctionnent, mais c'est quelque chose qui me semblait moi tout à fait intéressant à aller creuser, parce qu'on est vraiment là un peu dans la. Oui, mais Céline, mais c'est Minority Report. Oui, mais justement, l'objectif est bien de dénoncer le système, choses comme ça. Un autre système que moi j'aime bien montrer parce qu'il m'a toujours fait marrer aussi, lui, c'est toujours autour de PredPol ou autre. C'est un outil qui avait été développé par un magazine qui s'appelle The New Inquiry à New York et qui disait mais pourquoi tous ces systèmes de police prédictifs s'intéressent toujours aux quartiers pauvres? Pourquoi on ne s'intéresserait pas plutôt à la délinquance en col blanc, comme on dit? Et là, en fait, ils ont développé un truc qui est très marrant et qui est basé sur des vraies données. Hein, pour le coup, c'est pas du tout quelque chose de faux. Et vous avez en fait quartier. Donc là, vous reconnaîtrez Manhattan. Donc là, on est dans tout le quartier financier. Et puis vous pouvez voir que voilà le quartier par quartier, le type de criminalité qu'on va voir, donc de la diffamation, le non-respect des lois en matière financière, ainsi de suite. Et puis ils sont amusés à faire un most likely suspect, donc c'est le portrait robot du suspect. Et donc en gros, ce portrait robot-là, en fait, est un composite de le visage des présidents de toutes les firmes financières basées dans le quartier. Donc vous voyez là, on est dans la satire, mais à la fois ce sont des vraies données, mais on est dans l'idée bien de retourner, on va dire, la focale, ou de retourner le pointeur de la surveillance pas vers toujours les mêmes publics, mais envers ça, voilà, envers ceux qui pourraient être des décideurs. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vois que l'heure est carrément passée, ou ça approche, mais voilà, c'était juste pour vous montrer quelques exemples. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça, quoi. On a vraiment besoin de la médiation aux algorithmes. Dans toutes les ressources, là, j'ai été très vite, mais allez voir le Data Justice, le Data Literacy Guidebook, le lien qu'a mis Samuel, parce que vous verrez plein d'autres exemples autour de ça qui permettent de faire des choses intéressantes. Voilà. Peut-être une petite question que je voulais prendre. Simon, tu vas peut-être y répondre. Qu'est-ce que tu penses des chartes éthiques développées à Nantes ou à Montréal sur l'éthique des données et des algorithmes? Alors, je pense qu'il n'y a pas les mêmes. Comment dire, il n'y a pas les mêmes choses dans les deux chartes. Le Canada, typiquement, a cet outil qui permet aujourd'hui d'évaluer les nouveaux projets. Notamment autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas pour le stock, c'est pour les nouveaux qui sont développés. Et ils ont une approche qui est très basée sur les risques. C'est-à-dire que vous allez répondre je suis une administration, je veux lancer un algorithme, une IA. Je vais répondre à un certain nombre de questions et à la fin, ça va me dire, ton traitement, il est plutôt un traitement avec un impact fort
ou pas. Et donc, s'il est plutôt fort, on va te demander de faire une analyse d'impact en matière de droit humain. On va te demander de faire un comité d'éthique et compagnie. Voilà. Donc, il y a plus ces approches-là. Et l'approche de Nantes est intéressante, mais peut-être moins opérationnelle sur ces questions-là et beaucoup plus large puisque ça traite aussi ces questions de données. Je vois Michael qui dit, y a-t-il un comité d'éthique sur les algos? En fait, il y a en France, oui, il y a une préfiguration du comité consultatif national d'éthique. Alors, ce qu'on appelle habituellement le conseil d'éthique, le comité d'éthique qui traite plutôt des questions de biomédecine et qui préfigure, il y a une partie de ces équipes-là qui sont en train de travailler sur préfigurer un conseil de l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Donc, il y a effectivement pas mal d'initiatives là-dessus. Moi, je suis aussi assez convaincu de l'importance de créer. Moi, je pense qu'il y aurait intérêt à créer un Conseil national de la donnée comme on a, et des algorithmes, mais comme on a le Conseil national du numérique. Il y a pas mal d'instances de concertation entre producteurs et réutilisateurs qui existent, qui sont totalement inconnus par la plupart des gens. Je pense au Conseil national de l'information statistique qui mobilise pas les fonds, mais pourtant a fait avancer. Tiens, vous en aurez quelques petits exemples dans ce bouquin-là. Avancer les choses sur certaines décisions statistiques. Il y a le Conseil national de l'information géographique, qui est aussi une instance de concertation. Il y en a d'autres qui ne sont pas très visibles. À l'inverse, par exemple, d'une instance comme le Conseil national du numérique, qui arrive à se faire entendre. Je pense qu'il y a besoin de faire évoluer, le bouquin, c'était Stat Activism, qui a été une grande inspiration dans la création de Data Activist et aussi dans nos discussions avec Simon. On avait organisé il y a fort longtemps une conférence sur le Data Activism ensemble qui était vraiment super. Dans les questions, est-ce que la loi Le Maire est suffisamment appliquée dans les organisations publiques? Je peux peut-être dire sur la partie ouverture des données, en tout cas, ça a impulsé des démarches, ça a impulsé pas mal de démarches. Mais on va dire que si les dirigeants ne sont pas embarqués dans la démarche, ça ne fonctionne pas, quoi. Le simple fait que ce soit dans la loi n'est pas suffisant. Sur les algorithmes, tu veux en parler, Simon? Non, je pense que je te rejoins. Je pense que le constat qu'on fait, c'est que c'est pas complètement appliqué encore. Sur les algorithmes, je pense qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui encore de faire comprendre pourquoi. C'est-à-dire que autant sur l'open data, on avait quelques grands exemples un peu positifs. Voilà, on disait ça permet de faire telle appli, ça permet de faire tel truc et tout. Là, sur la question de l'ouverture des algorithmes, il faut qu'on arrive à montrer aussi en quoi, voilà, fondamentalement, je pense que ça participe d'une société meilleure, mais il faut qu'on arrive à expliquer pourquoi, quoi. Voilà, qu'on arrive à démontrer ça. Et c'est encore un travail largement devant nous. Voilà, je crois que notre horaire, notre temps, Romain, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour conclure, sinon nous allons rendre l'antenne. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Je crois que vous avez pas mal plein de choses qui ont été partagées et du coup. Enfin voilà, s'il y a des questions qui subsistent, n'hésitez pas à les poser. On verra comment y répondre d'une manière ou d'une autre. Et puis pour finir, voilà, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps de le faire, à aller consulter les autres modules de ce parcours donné qui vous donneront d'autres points d'entrée. Notamment, il y a un petit module sur les ressources à la fin, par exemple. Enfin, il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants. Et voilà. Donc vraiment, je vous remercie parce que c'est très riche et je pense que ça a intéressé pas mal de monde parce que regardez tout le monde jusqu'au bout, quasiment. Super. Très bien. Merci. Puis au plaisir. Alors, j'espère l'an prochain de faire un numérique en commun en vrai. Ouais, on espère aussi, ouais. Merci à tous les deux. Bonne journée à tous. Merci Samuel. À bientôt.